parti. Je commence? Allez, ouais. Et bien merci d'être présent pour cette conférence de presse, de rentrée d'Adrien et de moi-même. Donc déjà pour nous c'est le moment de faire un petit bilan de la séquence précédente depuis notre élection. Puisqu'on a déjà finalement beaucoup de choses à raconter en si peu de temps. Et aussi vous parler de la séquence qui va s'ouvrir avec deux événements politiques qui nous semblent nous importants, que sont la question des ordonnances sur le code du travail. C'est Adrien qui développera particulièrement ce point. Et la question de la transcription de l'état d'urgence dans le droit commun. Et pour le coup, là, c'est moi qui suis sur ce dossier. Donc, pour revenir un peu sur le bilan de la session extraordinaire de fin juin, tout juillet et début août. On a montré qu'on était un groupe parlementaire de 17 députés, ma foi, tous différents, mais en même temps très complémentaires. Dans le sens où on a montré une capacité à travailler en groupe bien plus que tous les autres groupes. Et on a démontré aussi une force d'opposition, ne serait-ce que sur la forme, parce que, pour ceux qui ont bien observé, en réalité, tous les députés de la France Insoumise sont intervenus au moins une fois sur chacun des textes examinés pendant la session extraordinaire. Ce qui fait que vous avez cette impression, vous en tant qu'observateur, d'hyper-présence de l'intégralité des députés, et aussi parce que ça nous tenait à cœur de ne pas avoir des députés spécialistes, même si on peut être spécialisé les uns et les autres sur des questions, de ne pas avoir des députés spécialistes, parce qu'on a vocation à se prononcer sur l'intégralité des textes, des projets de loi qui nous sont soumis à l'Assemblée nationale. Vous voyez aussi les députés invités médiatiquement sur les plateaux pour finalement parler de thématiques assez diverses. Moi, je vais pouvoir être amené à parler de la loi travail alors que c'est plutôt Adrien qui était là-dessus, et Adrien a parlé de l'état d'urgence alors que c'est plutôt moi qui suis en pointe sur le sujet. Parce qu'on fait cet effort de tous travailler en groupe. Et on est efficace aussi parce que, à la différence d'autres groupes, on ne se tire pas dans les pattes. Car comme on la joue collectif, bah forcément, les forces sont démultipliées. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans cette session extraordinaire. Évidemment, notre positionnement politique en tant que tel a aussi permis d'asseoir cette idée d'opposition. Mais pas seulement d'opposition. On a été remarqué, nous avons été remarqués par la masse des gens, mais aussi par les députés d'En Marche eux-mêmes, comme étant une opposition crédible et constructive. Constructive dans le sens où on a toujours fait l'effort de ne pas faire juste de l'obstruction parlementaire et des amendements de suppression, etc., mais aussi d'être dans la proposition. Alors certes, de leur point de vue peut-être un peu souvent hors cadre, mais dans une force de proposition, en traduisant l'avenir en commun en amendement. Et je pense que plus d'un observateur et plus d'un député En Marche ont été bluffés par notre capacité à aussi vite rentrer dans l'action politique et avec un aussi fort niveau. Mais en fait, le niveau, c'est pas une question de niveau politique en soi, il n'y a pas de master France Insoumise. Hein. C'est juste que comme on a des convictions et qu'on les défend, on paraît tout de suite comme impressionnant dans le décor politique qui a laissé la place à certes un renouveau politique, mais pas un renouveau des idées politiques, en tout cas pour ce qui est dans le gauche. On a voté en ce début de session extraordinaire le premier texte, c'est celui sur la prorogation de l'état d'urgence. Nous nous y sommes opposés, tout le groupe de la France Insoumise, parce que pour nous il était inacceptable de faire une nouvelle prorogation de l'état d'urgence compte tenu des précédentes lois qui ont déjà été votées sur le sujet et qui avaient toutes pour argument justement de permettre la sortie de l'état d'urgence du point de vue de ceux qui gouvernaient. Parce que de notre point de vue, y compris dans les lois précédentes, il y a des choses qui n'auraient jamais dû être adoptées. Sans pour autant poser la question des moyens. Au contraire, on a un Darmanin qui joue au gros bourrin, qui arrive là avec le rabot et qui tape dans tous les ministères de manière déraisonnée, en dépit du bon sens, ce
qui fait que vous vous retrouvez avec des baisses de dotation pour la police nationale, la gendarmerie nationale, le ministère de la Justice et le ministère de la Défense, alors même qu'on est sous coup d'urgence, des diminutions budgétaires pour le ministère de l'Éducation nationale alors qu'on arrive à la rentrée et qui sont censés recruter des postes, des personnels supplémentaires pour les classes dédoublées en CP. Vous avez des diminutions budgétaires au niveau du ministère de l'Agriculture alors qu'il y a déjà des difficultés à attribuer les aides de la PAC en temps et en heure, etc., etc. Deuxième texte, les ordonnances, Adrien reviendra. Troisième texte, la confiance dans la vie politique. Alors au départ c'était moralisation, après c'était régulation de la vie publique, puis confiance dans la vie publique, puis à la fin, sous le coup de nos arguments je pense, et de la raison finalement, ils ont restreint à confiance dans la vie politique. Puisque au départ on les avait pris au mot sur la confiance dans la vie publique, en disant si vous voulez moraliser, rendre confiance dans la vie publique, il faut s'attaquer pas juste aux parlementaires, ça c'est voir les choses par le petit bout de la lorgnette, mais prendre toute la dimension en compte, notamment si l'objectif étant de chasser les corrompus, il faut s'attaquer aux corrupteurs. Et donc à tout ce qui est en dehors du Parlement. Tous les lobbies, tous les conflits d'intérêts qui peuvent y avoir, ils sont en dehors du Parlement. À la fois de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et puis aussi un certain parallélisme qui était revendiqué de notre part avec l'exécutif, avec les ministres. Et c'est comme ça que petit à petit, finalement, la réserve ministérielle a sauté. Ce n'était pas prévu dans le schéma initial, en tout cas dans le schéma initial de l'exécutif. Et c'est sous la pression de nos amendements, de l'opinion publique, que finalement, avec la suppression de la réserve parlementaire, va suivre la suppression de la réserve ministérielle. Même si, au final, cette loi sur la confiance aura été une demi-loi ou un quart de loi qui aura complètement raté son objectif. Et pour cause, je pense qu'aucune Française, aucun Français ne se dit aujourd'hui « Ah tiens, j'ai retrouvé confiance dans la vie politique, ça y est, c'est bon. Si on me propose un sondage demain, je vais dire « Ah oui, j'ai super confiance dans la vie politique après ce texte de loi ». Au contraire, ça a été une série de cafouillages, vous les avez vus comme nous, et puis aussi pour ceux qui ont regardé de très près ce texte de loi, une part de foutage de gueule. Je vous le dis comme je le pense, puisqu'on a eu, sur les emplois familiaux par exemple, un battage médiatique, on disait regardez, l'affaire Fillon, c'est terminé, c'est bon, c'est du passé. Vous n'avez plus le droit d'embaucher votre maman, votre papa, vous n'avez plus le droit d'embaucher vos grands-parents, vous n'avez plus le droit d'embaucher vos enfants, mais par contre, les frères et sœurs, bon bah on les a oubliés. Ils étaient dans une des versions du texte, et au fil des discussions, les frères et sœurs ont disparu. Il faudra peut-être regarder d'ailleurs de plus près qui finalement avait intérêt à ce que les frères et sœurs soient supprimés du texte de loi. Pareil, on vous propose des emplois familiaux, mais derrière, on vous met en place une charte pour Madame Macron, qui n'a été élue par personne. Alors même que la femme du Premier ministre, la femme d'Édouard Philippe, ne revendique rien du tout. Elle aussi pourrait avoir envie d'avoir des collaborateurs, etc. C'est la conjointe du chef du gouvernement, etc. etc. Donc, ce texte est vraiment passé complètement à côté de l'objectif. Et là, on nous réunit en session extraordinaire pour le texte sur la transcription de l'état d'urgence dans le droit commun. Et au final, on voit un fil conducteur qui consiste à transférer beaucoup de pouvoir vers l'exécutif. Je ne veux pas être inquiétant à cette heure de la discussion, mais tout de même, on voit par la méthode des ordonnances que le texte est intégralement rédigé par le gouvernement. C'est-à-dire qu'on vote les ordonnances, ça fait 4 pages, on se retrouve avec un document de 150 pages à l'arrivée. On devra valider quasiment en bloc. Derrière, vous avez une communication très autocratique qui concentre toute la communication et toute la politique sur le monarque présidentiel, le monarque jupitérien, comme on l'a appelé, qui est Emmanuel Macron. Et vous avez le coup de grâce qui se termine avec l'état d'urgence, la transcription de l'état d'urgence dans le droit commun, avec cette magnifique pensée complexe qui vise à vous expliquer que l'état d'urgence c'est fini, mais qu'en même temps, ça continue, sous une autre forme, qui fait qu'on transfère des pouvoirs de police, qui étaient avant uniquement l'apanage de l'autorité judiciaire, vers l'autorité administrative. Ce qui m'amène à dire que progressivement, on se dirige vers, certains diraient, une démocrature. Vous savez, c'est un amalgame entre la démocratie et un début de pouvoir un peu autoritaire.
Donc on s'opposera à ce texte sur la transcription des d'urgence dans le droit commun, et puis ce sera aussi le moment de revenir sur un certain nombre de dispositions qui étaient dans la loi renseignement par exemple, et puis sur l'état d'urgence en tant que tel, et son inefficacité, qui n'est pas une inefficacité relative, qui est une inefficacité totale. On pourra en rediscuter ensemble. Voilà un peu pour vous brosser l'état des lieux de la session extraordinaire sur les sujets qui me concernaient. Et je vais laisser la parole à Adrien pour notamment les ordonnances sur le code du travail. Ouais, je vais effectivement revenir sur la loi de travail avec quelques points de détail qui me semblent importants de préciser en ce début du mois de septembre. Juste avant, revenir quand même sur les perspectives du mouvement France Insoumise, parce que vous vous souvenez qu'il avait été dit effectivement qu'après la séquence électorale présidentielle législative, le mouvement aurait à choisir ce qu'il deviendrait, et nous sommes dans ce moment. On peut déjà commencer à en parler un petit peu. On revient, Hugo et moi et d'autres, parmi les volontaires de la France Insoumise d'une semaine à Marseille, 4 jours nous y étions, avec cette sortie d'été, qui était l'université d'été de la France Insoumise, qui a très clairement montré le contraste qu'il y avait entre la morosité qui s'emparait du pouvoir et l'enthousiasme absolu qu'on pouvait constater dans nos rangs, avec plus de 3000 inscrits et des gens qui venaient encore aux portes de l'université d'été pour s'inscrire. Très clairement, les commentateurs qui étaient là nous disaient, pour avoir suivi les autres universités d'été, que ça n'avait tout simplement plus rien de comparable désormais. Pour une raison aussi qui tient à des difficultés qu'il y a à nommer ce qu'est la France Insoumise, et je veux du coup aussi vous fournir quelques grilles de lecture, parce que l'angle mort principal des médias et des commentateurs sur ce qu'est la France Insoumise, c'est finalement quel est cet objet politique non identifié. Alors très clairement, nous ne faisons pas un parti politique. Nous ne faisons pas non plus un nouveau cartel de partis politiques, comme ce fut le cas il y a quelques années, vous vous en souvenez. Nous faisons un mouvement qui est fédéré autour du programme, un programme qui est établi, l'avenir en commun, qui a réuni 7 millions de voix, et toute sa ribambelle de livrets thématiques, la quarantaine de livrets thématiques, qui peuvent encore s'accroître, puisqu'on invite toutes celles et ceux qui auraient des thématiques qui ne sont pas abordées à animer des livrets, et les livrets vont continuer à vivre. Et finalement, moi je l'ai dit comme ça l'autre jour, mais mis bout à bout, l'ensemble de ces livrets et leurs collectifs qui les animent forment une sorte de comité scientifique, conseil scientifique du mouvement qui va pouvoir continuer. Et à côté, on a donc les groupes d'appui, qui sont ces petits groupes d'action à l'échelle d'un quartier, qui vont devoir continuer à exister, et toujours avec cette idée de se démultiplier pour pouvoir assurer un maillage territorial le plus serré possible, et couvrir une zone géographique la plus étendue. Bon, clairement, on peut dire une chose, c'est que la France Insoumise, c'est volontaire, près d'un demi-million de signataires, il faut quand même le nommer. C'est un bateau d'une envergure qui ne correspond à rien de ce que nous pouvions, ce à quoi nous pouvions mener la barre, naviguer précédemment, puisque 1 million de personnes, ça dépasse largement ce que nous faisions avant. Très clairement, dès que vous atteignez des seuils de centaines de milliers de personnes, vous imaginez bien que sur la base du dénominateur commun qui est le programme, ces gens-là sont très divers. Certains, je le disais, sont militants depuis 20 ans, d'autres depuis 20 minutes. Certains sont plus sensibles aux questions écologistes, d'autres aux questions sociales, d'autres à la question que nous avons développée d'indépendantisme français. Et il y a fort à penser que si nous traduisions ce que nous sommes actuellement en parti politique, ça ressemblerait vraisemblablement à quelque chose avec beaucoup de courants et tendances, ce dont nous ne voulons pas. Parce que nous ne voulons pas avoir ces petites guerres de clans, guerres de fractions qui usent beaucoup d'énergie, qui font qu'on parle beaucoup dans l'entre-soi des petites réunions politiques où, on l'a déjà fait, hein, Hugo et moi, on discute pendant des heures de où on met la virgule dans un texte pour que tout le monde soit content. Et au final, pendant qu'on fait ça, on est absent du terrain, les gens nous oublient, et pire, on ne répond pas aux problématiques que l'on peut constater. Donc, s'il y a au moins une certitude à la sortie de ces universités d'été, c'est que le mouvement doit rester souple, ne doit pas se rigidifier, et que nous devons faire en sorte d'être en permanence tournés vers l'extérieur. Alors le mouvement, il intéresse aussi bien sûr des partis politiques, c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle l'espace politique, qui est un lieu de réunion qui se réunit régulièrement, où se retrouvent des gens qui sont membres d'organisations, des dirigeants d'organisations, mais aussi des dirigeants de revues. Je pense par exemple à M. Cassen, la revue Mémoire des luttes. Enfin, voilà, il y a toutes sortes d'intellectuels et de membres de partis qui se retrouvent dans cet espace politique, mais qui ne veulent pas reconstituer un cartel. Et donc ce que nous disons, c'est qu'il n'y a pas de contradiction à être membre d'un parti politique et par ailleurs à participer à la France Insoumise. Ce sont deux choses différentes. Et à vrai dire, on encourage plutôt celles et ceux qui ont envie justement
de vivre ce que nous pouvons vivre dans un parti politique, de le faire dans leur parti, notamment justement le fait de se chercher des noix sur tel ou tel texte, sur tel ou tel argument. Nous, ce que nous voulons, c'est autour d'un dénominateur commun, toujours agglomérer et fédérer. Donc plutôt pas trouver ce qui peut faire qu'on se cherche couille entre nous, mais plutôt toujours aller vers l'extérieur. Et la France Insoumise va, a priori, aller vers de grandes campagnes thématiques. Il y aura des décisions importantes qui seront prises lors de notre assemblée représentative qui va avoir lieu au mois de novembre, où il y aura une large part qui sera faite au tirage au sort pour s'assurer qu'on représente bien le mouvement, avec un turnover au fur et à mesure que les assemblées se tiennent, pour éviter justement cette logique d'instituer des gens à un poste, mais faire en sorte que ça puisse circuler un maximum. Et cette assemblée, elle pourra prendre des décisions pour le temps qui la séparera de la prochaine, et en même temps, il nous faut être au service de l'auto-organisation. C'est notre principale certitude dans cette rentrée, c'est que on ne peut pas continuer comme avant quand on voit ce qui a été le premier fait politique de la présidentielle et de la législative, à savoir une abstention qui est criante. On aurait beau jeu d'aller d'une élection à l'autre en pensant que tout va pouvoir continuer, nous pensons que non. Nous avons déjà largement commencé ce travail avec les caravanes de la France Insoumise, mais nous allons continuer. Et pour nous, contre l'abstention, il faut impérativement faire en sorte que la politique renoue avec les citoyens plus que les citoyens renouent avec la politique. C'est-à-dire, on le voit, des groupes d'appui se mettent déjà à l'action pour répondre à des problématiques locales. À Marseille, on a vu des groupes d'appui nous expliquer qu'ils s'organisaient pour répondre à l'accueil temporaire de migrants. On en a vu d'autres qui avaient repéré un immeuble d'un quartier dans lequel le bailleur surfacturait largement les habitants. Eh bien, avec des conseils juridiques, ils ont pu prendre part à la réponse à cette problématique. D'autres sont en train de créer un service de soutien scolaire dans un quartier, parce qu'ils ont les compétences, parce qu'ils connaissent les gens qui sont compétents pour le faire. Voilà ce que nous pensons être nécessaire de faire dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et bien évidemment, nous disons d'ailleurs à toutes celles et ceux qui sont membres de partis politiques actuellement et qui ne participent pas encore à la France Insoumise, qu'ils seront toujours les bienvenus sur la base du programme, fédérés autour de l'action, mais à la condition qu'à la France Insoumise, ils entendent bien qu'on gagne ces galons par l'action et par l'accomplissement de tâches dont on se saisit, et non pas par la volonté de participer à je ne sais quelle fraction interne qui n'existera pas, parce que nous voulons rassembler et non pas fractionner. Et par ailleurs, il faut le signifier, et que le message soit entendu, la séquence qui vient de s'achever, pour nous, a fait la démonstration que les partis politiques, s'ils sont nécessaires, s'ils ont une utilité incontestable, ne sont pas la forme nécessaire et suffisante pour le projet que nous avons, à savoir un projet majoritaire dans le pays, qui permette non pas à quelques milliers de Français de s'intéresser aux faits politiques, mais à peut-être des millions de gens de nous rejoindre et de faire ensemble ce grand mouvement sans bord que nous voulons instituer. Donc nous le disons aussi, et que ce soit entendu, nous ne participerons plus à l'avenir à toutes sortes de tambouilles dans lesquels déjà certains sont tentés de nous rappeler avec des réunions, des appels à l'unité de toutes sortes, de la gauche fût-elle alternative, etc. Pas parce que nous voulons balayer ça d'un revers de la main, nous l'avons déjà beaucoup fait. Hugo en sait quelque chose, il était là avant moi, mais parce que nous sommes certains que ce n'est pas la bonne méthode et que le pays n'attend pas des rassemblements de partis pour se mettre à l'action. Et donc la méthode France Insoumise nous paraît la plus opérante. Mais par contre, nous sommes disponibles pour discuter avec tout le monde et expliquer y compris ce qui nous semble être la bonne méthode. Sur la question de la loi travail, dont nous, vous avez vu, je ne vais pas y revenir, Hugo a largement expliqué le travail qui a été le nôtre à l'Assemblée, un travail d'amendement, un travail constructif, pas un travail d'obstruction, jamais, avec en plus la volonté de s'adresser, y compris aux adversaires politiques, de manière bienveillante, avec le souci peut-être de pouvoir en convaincre quelques-uns, peut-être qu'on y reviendra après, mais déjà on voit que notre manière de nous adresser à eux peut parfois porter ses fruits, mais il n'en résulte pas moins que le résultat des ordonnances est sans surprise, assez proche de ce que nous avions envisagé, sans suspense. Le médecin finit par rendre les ordonnances et nous savons que ces ordonnances, alors que normalement une ordonnance est censée soigner les gens, celles-ci vont rendre malades parce que nous avons fait nos calculs et nous voyons bien que c'est la même logique, la continuité idéologique profonde entre Hollande, Sarkozy, Macron. Finalement, ce qui apparaît plus vite sous les yeux des Français et qui est, à notre avis, responsable de la déconfiture actuelle de Macron, c'est pas un problème de communication ou de pédagogie. C'est vrai qu'on commente beaucoup dans l'actualité en ce moment sa manière de faire, mais Emmanuel Macron, c'est le champion de la manière de faire, parce que s'il est là, c'est bien qu'il a réussi à faire la démonstration d'une différence qui n'existe pourtant pas. Parce que pour nous, Emmanuel Macron est le ravalement de façade du monde ancien qu'il fustige lui-même, ni plus ni moins.
Et ce qui apparaît sous les yeux des Français, et nous on aide à cette compréhension, c'est que finalement entre un Sarkozy, un Hollande et un Macron, qui tous les trois représentent des étiquetages différents, il y a un socle idéologique qui, de notre point de vue, est de l'ordre de 70-80%. C'est-à-dire que les trois ne remettent pas en cause l'ordre libéral, ne remettent pas en cause la logique de marché, la politique de l'offre, et non plus les directives européennes. Ce qui fait que, grosso modo, et même si cela feigne de s'opposer farouchement pour se partager mieux le pouvoir, il n'y a pas clairement idéologiquement de rupture entre ces trois-là. Et ça apparaît plus vite que prévu. Moi j'avais parié sur un an pour que ça se voit, qu'Emmanuel Macron était une continuité dans la continuité de ce qu'avait fait son prédécesseur, mais ça vient plus vite. Et les ordonnances sont finalement l'aboutissement d'un processus entamé de longue date. Enfin moi je viens du CPE, mon premier engagement politique, c'était déjà cette philosophie-là. Les lois de sécurisation de l'emploi, la loi Macron, la loi El Khomri et maintenant la loi Pénicaud, ce ne sont pas des lois qu'on doit séparer, c'est bien le même processus qui procède à un aboutissement avec cette loi. Donc il y a quelques points pour nous qui sont importants de noter. D'abord la philosophie générale du projet, c'est la feuille de route du MEDEF, qu'on suit depuis à peu près 20 ans, qui voudrait que pour s'attaquer à un problème que personne ne connaît dans ce pays, qui est celui du chômage de masse, la manière d'y répondre, c'est augmenter la flexibilité et s'attaquer à ce qu'ils appellent le coût du travail. Nous appelons plutôt le prix du travail, car pour nous, c'est les salariés qui créent la richesse dans ce pays. Mais finalement, pour eux, il faut s'attaquer à ça pour faire en sorte que le chômage baisse. Or, les faits démontrent le contraire. Puisque le quinquennat précédent, celui de François Hollande, a été un quinquennat dans lequel on a déjà beaucoup flexibilisé et on n'a pas vu que ça crée de l'emploi. L'OCDE a d'ailleurs démontré qu'il n'y avait pas de corrélation nette entre la baisse du chômage ou la baisse des droits des salariés. Donc pour nous, si nous critiquons ces ordonnances et leur contenu, c'est pas par conservatisme politique, c'est simplement parce que nous avons la preuve par les faits que ça ne fonctionne pas et que par contre, loin de créer de l'emploi, ce qui est le but avoué, il y a un but inavoué qui est de faire progresser les marges de manœuvre des actionnaires, puisque après plusieurs quinquennats de flexibilisation, la France peut se targuer d'être la championne d'Europe, vous l'avez vu encore récemment, des dividendes vers ses actionnaires. Cette loi, entre le fait qu'elle favorise l'accord d'entreprise, vous savez, dans cette logique de tout discuter auprès du terrain, mais finalement renverse la hiérarchie des normes et provoque, oui, le code du travail par entreprise que nous pouvons craindre, la fusion des instances du personnel, c'est-à-dire mieux contourner ceux qui sont aujourd'hui habilités à discuter avec le patronat et ceux qui d'ailleurs ont de l'expertise. Enfin, les CHSCT ont quand même cumulé pas mal d'expertise sur plein de sujets qui nous semblent toujours d'actualité. On a également la mise en place du CDI de chantier. Donc en gros, à la hache, on prend tout ce qu'il y a de pire dans le CDD, tout ce qu'il y a de pire dans le CDI, on brasse tout ça et on nous fait un nouveau contrat. On fait croire aux salariés qu'il est juridiquement en CDI, mais le fait est qu'une fois que la mission est terminée, le contrat disparaît. J'avais pris l'exemple des prestataires, vous savez, de l'informatique, qui vont d'une boîte à l'autre et qui aujourd'hui ont l'assurance de la continuité de leurs droits entre deux missions et qui demain peut-être, avec ce type de contrat, ne l'auront plus. On a bien sûr des mesures gravissimes, y compris du point de vue de l'affichage, avec le plafonnement des dommages et intérêts pour les licenciements abusifs, il faut bien le répéter sans cesse, parce que le droit de licencier existe dans ce pays, mais là on parle bien des licenciements abusifs. Voilà, donc toutes sortes de mesures qui finalement procèdent d'un projet qu'on pourrait résumer de la manière suivante, un remplacement du chômage de masse par le travail précaire. Finalement, voilà l'horizon qui nous est proposé. Il faut absolument afficher une baisse du taux de chômage, et donc on est prêt à payer cher le prix pour pouvoir afficher une baisse du chômage, et y compris d'avoir des emplois précaires. Et d'ailleurs, le MEDEF qui était à l'origine du CICE, qui avait promis 1 million d'emplois, vous l'avez vu, ne fait plus aucune promesse, puisque déjà un de ses représentants a dit, je crois sur Europe 1, que même s'il y avait la loi d'ordonnance, et c'était très très bien, il ne fallait pas s'attendre à une vague d'embauche dans le pays. Bien évidemment, nous ne sommes pas dupes, nous savons bien que ce type de loi ne produira pas les effets escomptés. Et par ailleurs, puisqu'on nous cantonne toujours à une posture d'opposition, je précise ici que nous avons toutes sortes, et on pourra en parler longuement, de propositions sur l'emploi, notamment via la relance de l'activité, puisque nous disons clairement qu'en France, ce qui dicte la politique d'embauche, ce n'est pas le droit du travail, mais c'est bien les carnets de commandes et l'activité, et que l'activité paye cher le prix de la financiarisation de l'économie dans ce pays. Et nous voulons définanciariser l'économie et relancer l'activité sur d'autres bases, de manière socialement utile, interroger vraiment l'utilité de ce que nous faisons, mais aussi, nous le savons, de manière écologiquement soutenable, ce qui est nécessaire. Et la planification écologique que nous proposons, ce sont des centaines de milliers d'emplois. Et nous pensons, naïvement peut-être, qu'il serait plus enthousiasmant de se lever le matin en se disant qu'on travaille pour un objectif qui participe à la réalisation de grands défis du type de la catastrophe climatique qui s'annonce, que de pour jouer une compétition
Donc nous savons qu'a priori nous ne la gagnerons pas, sauf à croire que la France peut être compétitive avec les pays les plus à l'Est pour des conditions sociales de production que nous ne voulons pas pour notre pays, et nous interrogeons le gouvernement. Quelle est la prochaine étape? Est-ce que c'est les jobs à 1 euro à l'allemande? Est-ce que c'est le travail à l'anglo-saxonne où finalement vous arrivez le matin, vous ne savez pas si vous aurez le job le lendemain? Est-ce que c'est ça le projet dont nous devons rêver? Nous pensons qu'il y a d'autres solutions si compter qu'on change le contexte. Donc j'achève sur cette loi de travail. Le travail que nous avons fait à l'Assemblée ne suffit pas, puisque le rapport de force est ainsi fait que nous n'aurons vraisemblablement pas gain de cause, et que maintenant que les ordonnances sont prises, eh bien, le Parlement, qui n'avait été finalement autorisé qu'à définir le périmètre sur lequel le gouvernement était habilité à faire ces ordonnances, maintenant le Parlement va plus pouvoir dire que oui ou non, mais ne rediscutera pas du contenu en tant que tel. Donc il y a aussi du point de vue de la méthode quelque chose qu'on peut discuter. Donc nous disons clairement que l'issue nécessaire, désormais, en plus du travail que nous allons continuer à faire, c'est la mobilisation, nous y travaillons, et nous travaillons de concert aux 2 dates d'ores et déjà prises, le 12 septembre qui est à l'appel des syndicats, et le 23 septembre qui est à l'initiative de la France Insoumise. Je reprécise à cette occasion que contrairement à la musique que les médias essayent d'installer, il n'y a absolument pas de concurrence entre l'initiative du 12, l'initiative syndicale, et l'initiative du 23. Et je précise par ailleurs que le groupe France Insoumise de députés va rencontrer Philippe Martinez cette semaine. Donc c'est dire que les discussions existent entre nous, il n'y a pas de concurrence. De tradition, nous gardons bien de commenter en tant que force politique les stratégies syndicales, mais nous sommes toujours au renfort lorsque les revendications sur lesquelles ils appellent à la mobilisation nous semblent fondées, ce qui est là largement le cas. Donc le 12, nous y serons, et nous essaierons, en tout cas pour ma part, parce que vous serez retenu à l'Assemblée, je pense, mais pour ma part, je ferai en sorte d'être à Lille le 12 septembre. Quant au 23, qui est le week-end, puisque en tant que mouvement politique, nous sommes plus organisés pour pouvoir mobiliser le week-end. C'est l'initiative de la France Insoumise, mais elle ne nous appartient pas. Ce n'est pas la marche de la France Insoumise. Nous mettons cette initiative à la disposition de qui voudra s'en saisir. Nous faisons le pari qu'il n'y a pas que les 18 millions de salariés de ce pays qui vont être directement impactés par ce projet de loi, qui sont intéressés à faire en sorte que les gens se mobilisent. Et nous avons ajouté à cette loi de travail d'autres raisons de se mobiliser, notamment la préférence assumée pour les riches, tout de même, puisqu'Emmanuel Macron prend d'une main les APL et finalement redistribue 3 milliards, vous l'avez vu, aux 3000 familles les plus aisées avec l'ISF. Et il y a également un phénomène qui est passé sous les radars, mais que sur lequel nous voulons assister, qui est le 21 septembre, l'application provisoire du traité de libre-échange avec le Canada. Entendez bien que sans vote des parlementaires nationaux, eh bien, ce traité va s'appliquer, c'est-à-dire sans que la représentation nationale ne puisse donner son avis. Un traité de libre-échange aux conséquences que nous voyons bien, qui est la course au moins-disant social et écologique, va s'appliquer. Ça fait pour nous beaucoup de raisons de se mobiliser, et c'est la raison pour laquelle nous organisons aussi des bus pour monter à Paris le 23 septembre. Nous ne savons pas quel sera l'écho dans le pays de ces initiatives. En tout cas, nous nous mettons en ordre de bataille pour qu'elles soient les plus amples possibles. Et le fait même qu'elles existent, alors que le gouvernement avait parié sur le fait de faire passer sa loi au milieu de l'été face à un Parlement qui n'était pas en plus très aguerri au fonctionnement de l'Assemblée, finalement, on voit bien, ils sont tombés sur un os, et l'os, c'est nous, c'est la France Insoumise. Et nous devons, comme l'a dit Hugo pour conclure, incarner 2 choses à l'heure qui vient. L'opposition frontale à Emmanuel Macron et son monde, globalement. Et en même temps, nous devons être à tout moment prêts à incarner le recours que le peuple français pourra choisir. Parce que vous le voyez bien là, on entend beaucoup Macron, mais aussi vous avez Bertrand, Laurent Wauquiez. Vous entendez que quand ils parlent de la situation politique, ils n'ont qu'un nom à la bouche, celui de Jean-Luc Mélenchon. Parce que apparaît plus clairement maintenant que nous avons un groupe à l'Assemblée et ce mouvement qui se constitue, notre force, notre capacité et le fait que nous sommes des gens sérieux et prêts à gouverner le pays le moment venu. Et on peut raisonnablement s'interroger sur le fait de savoir si Emmanuel Macron tiendra 5 ans. Alors, pas que nous voulions faire un coup d'État, rassurez-vous, mais simplement, il nous semble que seulement quelques mois après son élection, le niveau de popularité qui est le sien peut laisser entendre qu'un événement fortuit ou quelque chose qui pourrait apparaître dans le pays pourrait raccourcir la mise. Maintenant, si c'est le calendrier électoral qui doit dicter la suite, eh bien, à tout moment, nous serons prêts. Voilà, merci. Si vous avez besoin des questions, nous sommes disposés. Juste par rapport à Martine, la CGT, là, par rapport au désaccord, enfin, non mais l'histoire du désaccord, là. Pas de désaccord. Ah non, non mais, parce que nous on l'a titillé, les invités de France Inter, il y a une semaine, sur le fait qu'il n'aille pas au 23. Non mais voilà, c'est ça, et quand même, on a, enfin,
sincèrement, il n'est pas l'air très. Il n'y a pas l'air emballé. Visiblement. Non, mais je vous dis ça parce que ça a été posé. Oui, mais c'est pour ça. Après, on regarde ce qui se passe aussi dans la presse un petit peu. On a vu, entendu ça. Comme l'a dit Adrien, on va rencontrer Philippe Martinez afin d'en discuter avec lui, parce que de notre point de vue, il est vraiment important de signifier à tout le monde que lui ne vienne pas le 23 ou qu'il vienne, peu importe, mais de signifier que les deux mouvements doivent se nourrir l'un l'autre et que tout ça va dans le même sens. Il est impératif d'afficher une unité politico-syndicale contre les ordonnances sur le Code du travail, et plus largement. Et puis aussi recaler un certain nombre de choses avec monsieur Martinez, c'est que l'analyse politique qu'on fait, c'est que le choix de la date qu'on a faite un samedi, c'est pas un choix innocent. C'est notre principale raison d'avoir convoqué cette manifestation. C'est qu'on sait, on analyse, on vit dans le même monde que tout le monde, on a des amis qui travaillent et qui ont voté France Insoumise, ont voté pour nous, et qui nous disent le 12, j'espère que vous serez nombreux, mais moi je pourrais pas. Je bosse dans ma boîte, je ne vais pas faire grève, en plus une journée de salaire en moins, etc. Et ça, nous on doit l'entendre. En tant que mouvement politique, c'est notre responsabilité d'entendre ça et de quand même proposer un débouché politique à ces gens qui néanmoins veulent se mobiliser et participer et donner un coup de main à la mobilisation. Et donc voilà, s'ils sont disponibles sur un haut niveau de mobilisation et en capacité de se mettre en grève, de perdre une journée de salaire et de venir aux côtés des syndicats, on les y appelle à le faire. Et on sera présent le 12 septembre en manifestation. Par contre, si c'est plus compliqué pour eux, eh ben on a la proposition de la date du 23 septembre, avec des bus, certes qui vont à Paris, mais on s'organise pour que ce soit pas trop cher, etc. Mais c'est ça l'essentiel, c'est de mettre dans la mobilisation un maximum de monde. Parce qu'il y a deux enjeux quand même. L'enjeu de la grève, qui est un enjeu normalement traditionnel de bloquer le pays, d'un point de vue des moyens de production. C'est-à-dire que si on arrive au blocage des raffineries, etc., vous savez quelles conséquences ça a sur le pouvoir politique. Mais aussi, il faut que le mouvement apparaisse non pas comme un mouvement de blocage du pays, mais aussi un mouvement majoritaire dans le pays, et donc légitime. Et ça, c'est notre responsabilité aussi politique de faire de ce mouvement qu'il soit légitime. Alors, on a quand même des signaux, des indicateurs qui nous permettent de se dire qu'on va dans le bon sens. C'est que les sondages d'opinion qui sortent sur les ordonnances sur la loi travail montrent les uns après les autres qu'il n'y a pas une majorité de Français qui sont favorables aux ordonnances sur le Code du travail. Mais en même temps, c'est pas un scoop, puisque c'était déjà le cas contre la loi El Khomri. Donc je vois mal comment en si peu de temps, on serait passé d'un quelque chose de défavorable à la loi El Khomri et défavorable aux ordonnances sur le Code du travail. Donc maintenant, notre tâche militante, c'est de rentrer dans l'action et de faire en sorte qu'un maximum de gens rentrent dans l'action. Et c'est le message qu'on donnera, qu'on délivrera à Philippe Martinez. J'espère qu'il l'entendra, je pense qu'il l'entendra, honnêtement, et qu'il y a beaucoup d'incompréhension, et c'est pour ça qu'il faut qu'on discute et qu'on se rencontre. Parce qu'on a tous intérêt à aller dans ce sens-là. Et je voudrais aussi ajouter qu'il n'y a pas uniquement la CGT qui se mobilise le 12, il y a aussi Solidaire, et il y a aussi l'UNEF qui se mobilise, les étudiants, parce que, comme l'a dit Adrien, il y a mille et une raisons de se mobiliser. Les APL, c'est une bonne raison aussi de se mobiliser. J'espère que les retraités, individuellement, mais aussi collectivement, quand ils sont organisés, viendront se mêler aux manifestations, parce que la hausse de la CSG, c'est pas un petit sujet. Vous avez la suppression des contrats aidés, c'est pas un petit sujet non plus. Ça va quand même désarticuler tout le tissu associatif, les mettre en difficulté. Donc voilà, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que tout ça converge. Et par ailleurs, juste, ce qui nous permet aussi de faire ce pari qu'on peut rassembler largement et que ça tient plus à la capacité de mobiliser qu'à la colère qui existe dans le pays. Parce que nous, ce que nous disons sur Emmanuel Macron, c'est que de toute façon, compte tenu des conditions qui ont été celles de son élection, à savoir l'abstention et le deuxième tour face à Marine Le Pen, il s'illusionne de penser qu'il a blanc-seing et qu'il est tout permis, en fait, en réalité. Il n'a pas de majorité politique consciente, éclairée pour soutenir son programme. Les gens n'ont pas fait un vote programmatique en votant Emmanuel Macron. Donc nous disons que, même si bien sûr, je précise encore une fois, parce qu'il faut toujours maintenant mettre des gants, mais on ne conteste pas sa légitimité, il a été élu, c'est clair. Mais en tout cas, il n'a pas été élu pour appliquer ce programme. Les gens ne l'ont pas élu pour son programme. Donc nous disons que dans le pays, il y a une disponibilité. Et nous, notre tâche, pas que nous, mais on y contribue, c'est de faire en sorte de réveiller ça. Parce que, vous voyez, nous, la session extraordinaire qu'on a vécue, elle nous a laissé un goût amer dans la bouche, qui est quand même le fait que, entre la gravité de ce qui se passe au sommet de l'État et
à l'Assemblée nationale et le climat qu'il y a dans le pays, qui tient à tas de choses que vous pourrez discuter longuement, il y a un vrai décalage. Et nous, notre travail, c'est l'écran de fumée qu'il y a au milieu, il faut le désépaissir et faire en sorte que les gens comprennent ce qui est en train de se jouer et puissent se mobiliser. Et comme le disait Hugo, créer les conditions de cette mobilisation qui, c'est vrai, quand c'est en semaine, n'est pas toujours facile pour tout le monde. Du coup, j'ai quelques questions à poser. La première est assez générale. Est-ce que vous êtes quand même surpris de cette baisse de la popularité très rapide d'un président élu au fond il y a très peu de temps? Une question un peu plus technique. Alors là, sur la loi travail, qu'est-ce que vous craignez le plus dans le fait dans les accords d'entreprise qui pourront être signés dans les TPE? Alors, jusqu'où ça peut aller, par exemple? Est-ce que ça peut aller jusqu'au temps de travail, au 13e mois? Est-ce que ça, c'est vraiment un argument que vous allez mettre en avant, le fait de laisser les salariés seuls face à leur employeur sur des questions aussi essentielles? Troisième question, vous allez rencontrer Martine Aubry bientôt. Donc, qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que vous allez évoquer... bon, on sait que en 2014, ça ne s'était pas très bien passé. Elle avait fermé la porte à sa liste. Au mois de juin, en revanche, le candidat socialiste a appelé à voter pour vous et vous avez gagné 44 voix. Est-ce que du coup, ça ouvre la discussion sur des meilleures bases? Et dernière question, donc là vous avez évoqué le fait que Emmanuel Macron n'ait pas été élu pour appliquer le programme. En réalité, il n'a pas masqué son programme, il n'a pas avancé complètement masqué, un peu, mais pas complètement. Pas complètement, un peu maquillé. Du coup, ça vous pose la question de l'abstention, parce qu'en fait, il a été élu avec très peu d'inscrits. Et donc, du coup, comment vous allez vous y prendre la prochaine fois pour qu'il y ait une participation plus importante et qu'on puisse arrêter de dire on ne conteste pas sa légitimité, mais un peu quand même. Je ne sais pas si on répond à des questions en se complétant, comme ça. Sur la baisse de popularité, moi ce que je dis et que je maintiens, c'est que j'essaie de trouver des images pour exprimer mon sentiment à l'égard de ce que je constate, mais j'ai expliqué tout à l'heure la profonde continuité idéologique qu'il y a entre grosso modo les 3 quinquennats qu'on vient d'avoir. Et Emmanuel Macron, il est arrivé sur la scène politique comme un objet qu'on ne voyait pas venir et qui disait on va balayer tout le vieux système, on va mettre non seulement des jeunes, des candidats de la société civile, et vous allez voir, c'est la fin du vieux système politique. Au lendemain de son élection, il y a eu, il faut le dire, dans le pays, comme un air de... Je vais utiliser le terme, parce que lui, il a pris son bouquin, s'appelait Révolution. Il y avait, soi-disant, un air de révolution. Bon, pas de notre point de vue, mais en tout cas, ce qui s'est produit, c'est que il y avait cette illusion de penser que tout allait changer. En réalité, nous, l'analyse que nous faisions, compte tenu du programme qui était le sien, et effectivement, il viendra juste après sur le fait qu'il n'y avait pas que maquiller ses intentions, même s'il met beaucoup de maquillage, en tout cas, cette continuité, elle apparaît. C'est-à-dire que, pour moi, la baisse de popularité, elle tient au fait que d'abord, l'état de grâce n'existe pas, il tient maintenant plus que quelques jours, mais encore une fois, dès les premières pierres posées, entre ce que nous avons dit, c'est-à-dire la préférence assumée entre les APL et l'ISF, la méthode pour imposer la loi travail, puis le contenu sur lequel on aboutit. Mais il y a aussi eu des choses qui sont propres à son fonctionnement. Il y a eu quand même le couac avec le général de Villiers pendant l'été, il y a eu aussi quelques couacs à l'Assemblée. Bon, tout ça fait que, encore une fois, l'illusion d'optique selon laquelle tout avait changé, pour nous, elle s'érode, elle s'écroule même plus vite que prévu. Et les gens voient que, certes, on a changé les costumes et le casting, mais que le scénario qu'on applique, c'est le même, mais il n'a pas changé. Et ça, c'est ce que nous disons. Et tant qu'on ne changera pas le scénario, vous savez, on a beau même parler, ah oui, c'est bien, il y a des jeunes maintenant dans l'Assemblée, mais nous, on entend tous les jours des jeunes qui ont des discours très anciens et très poussiéreux. Il ne s'agit pas juste de changer les têtes, il faut changer le contenu. Et là, le paradigme général reste le même. Donc pour moi, la baisse de popularité tient essentiellement à ça. Et après, il faut bien dire les choses. L'exécutif voudrait que le peuple commence à le détester, qu'il ne s'y prendrait pas autrement. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un cumul au sein de l'été de mesures antisociales qui, même du point de vue des communicants, ne sont pas très habiles, alors que pour l'instant, vous êtes plutôt habitués à de l'habileté sur le plan communicationnel. Vous complétez sur la planche savonneuse d'Emmanuel Macron.
Oui, c'est-à-dire que quand j'employais le terme de bourrin tout à l'heure, ça résume plutôt l'action politique sur le fond, là, qui est appliquée sur la session extraordinaire, parce que, effectivement, d'habitude, les prédécesseurs de M. Macron et les précédents gouvernements essayaient de s'attaquer aux retraités à un moment donné, plus tard aux étudiants, puis une autre fois aux salariés. Bon, là, ils ont quand même condensé tout ça sur la même séquence. C'est pas très malin. Enfin, c'est peut-être ça qui a poussé François Hollande à faire un petit rappel à l'ordre à son poulain en disant bon, il faudrait peut-être que tu fasses attention quand même. Parce que là, tu te mets à dos Emmanuel Macron, évidemment. Disant si tu te mets à dos en même temps les retraités, les étudiants et les travailleurs, en plus les agriculteurs, ça fait quand même un paquet de monde qui est en capacité de se mobiliser en même temps. Ça facilite la convergence des luttes, ça c'est clair. Donc nous, il faut qu'on soit aussi moteur de tout ça. Après, c'était écrit dans son programme, en même temps, il a été élu pour ça. Donc, bon. Il y a quand même eu une séquence assez extraordinaire qui a duré au moins 6 mois, qui était, mais où est le programme d'Emmanuel Macron? Je ne sais pas si vous vous rappelez quand même, je regardais ça avec délice dans la presse, notamment le nombre incalculable de caricatures qu'on retrouvait sur le programme de Macron. Un de ceux qui m'avait fait rire, c'était des hackers de Poutine qui désespéraient devant des écrans en disant « On cherche monsieur, mais on n'a toujours pas trouvé le programme de Macron ». C'est quand même assez extraordinaire. Alors après, on nous a donné un beau document, 32 pages si je ne dis pas de bêtises, et 16 photos, enfin, 16 pages de photos. Donc c'était plus que 16 pages de programme. Et c'est sur vraiment la toute fin de la campagne où il a dit qu'il fallait faire des mesures fortes sur le code du travail. Il n'a pas dit contenu. C'était que des mots valises. Il faut sécuriser les parcours. C'est cool ça, tout le monde veut sécuriser les parcours. Il faut relancer l'activité. Tout le monde veut relancer l'activité. Libérer les énergies. Alors bon, libérer les énergies, c'est vraiment un truc qui revient dans la bouche des députés En Marche. On se moque un peu d'eux là-dessus. Ça les fait sourire en tout cas. Libérer les énergies, etc. C'est pas vrai que le programme de Macron il était connu par avance. Et par ailleurs, les choses qu'on connaissait par avance n'adviennent pas. Je reprends ma loi sur la confiance dans la vie politique. Il y avait un point important où Macron avait tapé du poing sur la table dans la presse en disant les conflits d'intérêts, ça suffit. Moi, je sais, j'ai été haut fonctionnaire, je sais comment ça se passe, ça passe d'une administration à une boîte privée, ça revient, etc. Oui, ça savait quelque chose, forcément, c'était sa propre expérience. Mais dit, bon, c'est trop facile aujourd'hui, la loi telle qu'elle est faite, on nous a fait des mesures, la loi Sympa 2, mais ça ne change pas grand-chose. Donc, il faudra interdire les conflits d'intérêts, en interdisant notamment les activités de conseil. On s'est dit, bon, bah, ce sera toujours ça de prix, enfin, de notre point de vue, on s'est dit, bon, ça va dans le bon sens, ce sera toujours ça de prix. Et finalement, à la fin, dans le texte, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une interdiction des activités de conseil si vous l'avez créé votre entreprise moins d'un an avant d'être élu. Et vous ne pouvez pas créer une activité de conseil maintenant qu'on est élu. On ne peut pas créer d'activité de conseil. Par contre, si ça fait plus d'un an qu'on a une activité de conseil, qu'on est déjà lobbyiste et compagnie, on peut continuer à l'être. C'était un programme d'Emmanuel Macron. Personne ne dit le contraire. Et pourtant, il y avait le texte à l'Assemblée pour le faire. C'était la loi sur la confiance dans la vie publique au départ, et ensuite dans la vie politique. Et finalement, à la fin, c'est pas dans le texte. Donc, c'est pas ça, c'est pas le sujet, c'est pas ce qu'il y a pour appliquer son programme ou pas. Et d'ailleurs, je pourrais remarquer que quand même, les sondages post-électoraux, post-élection, sortis des urnes, ont quand même montré qu'il y avait un taux d'adhésion au programme. Le nombre de gens qui déclaraient avoir voté pour tel candidat pour le programme était de 86% pour Jean-Luc Mélenchon. Et il était, non, je vais prendre la fourchette, il était à 54% pour Emmanuel Macron. Donc si vous faites 86% de nos voix à nous et 54% des voix de Macron, celui qui a la plus grosse base dans le pays pour appliquer son programme, à la proportionnelle, c'est lui. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une résonance de notre action politique. C'est-à-dire qu'on a convaincu des gens dans la campagne. On n'a pas séduit des gens, on a convaincu des gens. Et c'est ça qui nous fait dire que la suite des événements, c'est d'entrer en mobilisation. Alors après, sur la question de fond de la loi travail, clairement la logique est la suivante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aviez le minimum syndical qui est le code du travail, d'une boîte à l'autre, donc vous savez qu'en termes concurrentiels, votre voisin il ne peut pas aller en dessous de ça. Vous, si vous êtes aligné là-dessus, vous faites concurrence d'un pâté de maison à l'autre, ou d'un bout à l'autre du pays, sur cette base-là. Et puis, vous avez le dialogue social par branche, qui peut aller qu'en mieux disant par rapport à ce qui se passe dans votre entreprise. Et
Et vous pouvez faire dans votre entreprise un accord qui est meilleur que celui de l'accord de branche. Ce qui poussait à ce que les syndicats disent bah, ça s'est appliqué dans la boîte d'à côté, moi aussi je le veux, toi qu'il y a des délégués du personnel, etc. Et qu'il y a des branches qui étaient renforcées. Et là, c'est le contraire qui va se passer. Et sur des éléments assez déterminants. C'est-à-dire qu'effectivement, le 13e mois, parce que souvent on se dit ah oui, mais non, ça va rien changer, il ne faut pas toucher au SMIC par exemple. Bah oui, mais il y a d'autres variables quand même aujourd'hui dans l'entreprise sur lesquelles ils peuvent toucher et qui font qu'à la fin, ça fait moins de sous dans le porte-monnaie à la fin du mois quand même. Et donc, l'entreprise d'à côté, s'il y a une boîte qui dit bah, moi je fais passer par référendum que mes salariés n'ont plus de 13e mois parce que sinon les gars on met la clé sous la porte. C'est comme ça que ça va se passer, hein. On fait voter son truc. Les gens vont dire bah oui, bah non, moi j'ai entre plus avoir mon 13e mois et être au chômage, bah, voilà. Prends la fin du 13e mois. La boîte d'à côté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à filer un 13e mois à ses salariés? Non, elle est obligée de s'aligner. Et c'est comme ça qu'on tire tout le monde vers le bas. Et c'est ça la logique derrière cette loi, et qui fait qu'à la fin, on a un code du travail par entreprise, mais surtout, on n'a plus de code du travail du tout. Et vraiment, s'il y a un élément qui peut-être parlera plus à la masse des Français, c'est cette histoire de CDI de chantier, qui est quand même la grosse arnaque du siècle. C'est-à-dire que demain, des choses qui étaient signées en CDD tout à fait normal, pourront être signés en CDI de chantier. La même tâche à faire, la même tâche à accomplir. Et entre les deux, il n'y a déjà pas de prime de précarité pour le CDI de chantier. Rien que sur cet aspect-là, c'est un scandale. À travail égal, conditions égales, voilà, vous en avez un, il y a 10% de prime de précarité, l'autre c'est rien. Et alors on nous vend du rêve en disant oui, le CDI c'est la norme. Vous avez compris l'astuce, hein, c'est beaucoup le CDI qui soit le chantier ou pas. Donc, le CDI ça va devenir la norme. Oui, je vous l'annonce, hein, effectivement. Sauf que derrière, quand vous irez voir votre banquier pour faire un prêt immobilier, il dit ah bah oui, j'ai un CDI. Il dit bah faites-moi voir un peu votre contrat, parce que j'aimerais bien voir un peu les clauses de votre contrat, parce que vous regardez à deux fois. Il n'y a aucun banquier qui est fou dans ce pays, donc je leur fais confiance là-dessus. Et évidemment, quand vous aurez un CDI de chantier, pour emprunter, ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué. Après, c'est un autre monde dans la tête d'Emmanuel Macron. Et aussi avec un CDD. Comment? Oui, voilà. Mais c'est impossible avec un CDD d'emprunter. Et ce sera impossible avec un CDI de chantier. Non mais ce qu'on nous vend, c'est l'emballage. C'est-à-dire, si tout le monde sera en CDI, ça relancera l'activité. D'ailleurs, les gens auront de la visibilité et pourront emprunter. C'est faux. Enfin, on nous ment, en plus on nous ment. Et il faut bien comprendre qu'on va remplacer progressivement tous les CDI par des CDI de chantier. Parce qu'il y aura des entreprises où ils vont se professionnaliser dans le découpage de la tâche. Plutôt le découpage de projet, parce qu'on appellera ça un projet, on viendrait pour un projet, parce que aujourd'hui, ils vous emballent ça en disant les gens, ce qu'ils veulent, c'est plus être tout le temps dans la même entreprise, ils ont envie de changer, de bouger, d'innover, d'être polyvalent. C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui, et donc il faudra proposer des projets. Alors, ça pourrait être vendeur, dans l'absolu, intéressant de passer de projet en projet. Sauf que si on ne vous prend pas pour le projet suivant, vous faites quoi? Vous pointez au chômage. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Alors après, il y a la question de la précarité, effectivement. On va transformer des chômeurs en des travailleurs pauvres. Et c'est comme ça qu'on va tirer vers le bas tout le salariat. Et on aura des situations comme en Allemagne ou en Angleterre, où vous avez un taux de chômage extrêmement faible, mais un taux de pauvreté extrêmement élevé, bien supérieur à celui de la France. J'avais dit pendant les débats à l'Assemblée, Madame Pénicaud s'en est fait l'écho, puisqu'elle elle a repris ce que nous avions dit dans Le Monde, quand j'avais dit que dans leur bouche, le dialogue social était une foutaise comme au temps de Sarkozy, le capitalisme moral. On a beaucoup entendu dialogue social pendant les débats, et le dialogue social, a priori, c'est un attelage qui a l'air tout à fait enthousiasmant. On a envie d'y croire, hein, c'est positif, etc. Mais le problème, c'est que dans la bouche de Madame Pénicaud, le dialogue social se joue dans un monde qui n'existe pas. C'est le monde où salariés et employeurs discutent d'égal à égal dans l'entreprise, sont très copains en toutes circonstances. Alors, je ne dis pas que toutes les relations soient pourries au sein du travail, ni même que le travail soit uniquement le lieu d'un rapport de force. Mais enfin, nier que ce rapport de force existe et que le lien de subordination existe, c'est quand même nier le fait premier d'un contrat de travail. Voilà. Donc c'est pour ça d'ailleurs que nous, on appelle tous les salariés, maintenant que l'ordonnance sont prises, à prendre rendez-vous avec leurs employeurs là tout de suite pour dialoguer socialement d'à peu près tout, leur rémunération, tout ce qu'ils veulent. Parce que visiblement, c'est comme ça qu'il faut faire, sécuriser pour sécuriser leur parcours, pour libérer des énergies et toutes sortes de
dictionnaire de la langue orwellienne utilisée par le gouvernement. Donc non, clairement, cette loi-là, non seulement Hugo l'a bien fait, on peut décrire ce que ça va provoquer dans la vie des gens, mais en plus, encore une fois, moi je veux toujours qu'on élargisse un peu la focale pour voir la philosophie générale. On ne remplacera pas, on ne va pas venir à bout du chômage avec ce type de loi. On ne va faire que des petites choses à la marge pour baisser des taux, et derrière, c'est plus de précarité. Nous, des propositions durables pour l'emploi, sur la planification écologique, sur une forme de protectionnisme solidaire qu'il faut introduire, on en a. Mais ça suppose non pas de revoir le code du travail, qui n'est pas le problème, ça suppose de revoir l'idéologie globale dans laquelle on se situe, y compris la question européenne quand même, et des rapports commerciaux, tout ça doit se travailler. C'est comme ça qu'on va revenir à l'emploi. Par ailleurs, on nous vend aussi, vous savez, beaucoup le référendum d'entreprise. C'est censé être un vrai gage de démocratie dans l'entreprise, mais enfin, vous êtes des commentateurs aguerris, vous avez vu déjà dans vos observations passées qu'il y a déjà eu des précédents de référendums dans l'entreprise. Et vous avez vu comment ça se fait. Je reprends l'exemple de Smart. Les salariés de Smart ont voté pour travailler plus longtemps, sans compensation de salaire. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait le chantage à l'emploi, tout bonnement. C'est-à-dire qu'on vous dit, allez, on vote, c'est super, c'est démocratique, mais si l'aboutissement du vote n'est pas celui qu'on escompte, et ben, ce sera soit délocalisation, soit de dehors. Bon, bah super. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'un référendum, c'est pas gage de démocratie si on a le couteau sous la gorge. Hein, d'accord? Donc il faut encore une fois toujours prendre un peu de recul sur ce qu'on nous annonce, et y compris sur ce que nous on dit, il ne faut jamais prendre ça pour argent comptant, on demande à toujours être vérifié et contredit. Sur la question du programme, pour terminer, moi, pour compléter Hugo sans répéter ce qu'il a dit, moi, nous on dit une chose aussi, c'est pas parce que Macron avait pris les engagements, et c'est à son honneur de les respecter, que l'opposition doit s'interdire de discuter le contenu de ce qu'il avait dit. Dire on est en démocratie, certes il a gagné, mais le fait qu'il ait gagné, d'abord, ne lui donne pas raison, c'est juste que c'est lui qui peut appliquer son programme, et donc nous, en tant qu'opposition, nous avons toujours le droit de le contredire, c'est bien le fait de la démocratie. Je viens sur des sujets plus locaux, et notamment la rencontre avec Madame Martine Aubry, maire de Lille, qui a lieu ce soir. De quoi s'agit-il? Pour nous, très simplement et respectueusement, c'est le fait de nous présenter auprès des élus, puisque avec nos jeunes âges, tous les deux, 27 ans, nous rencontrons les élus qui ont d'expérience, et nous faisons le tour dans nos circonscriptions, notamment des maires des villes. J'ai rencontré pour ma part la semaine dernière Nicolas Lebas, le maire de Fache, en lui apportant mes salutations républicaines. Ça nous avait aussi l'occasion de discuter à la fois de ce qui se passait localement, et puis de faire état, oui, de nos accords et désaccords, plus nombreux que nos accords d'ailleurs politiques. Mais nous sommes des gens tout à fait raisonnables, on sait assumer un désaccord politique, sans jamais varier sur notre position, mais très calmement pour autant. On ne va pas se sauter à la gorge sitôt que nous ne sommes pas d'accord. Avec Martine Aubry, ça va être vraisemblablement pareil. On va aller la saluer, faire connaissance parce que c'est nécessaire. Et puis, nous discuterons de l'actualité politique, sans doute, peut-être nationale, on peut le penser, et locale. Il y a des enjeux, on le sait. Hugo est très spécialisé sur les questions de sécurité, et on sait que c'est un sujet sur lequel Martine Aubry travaille aussi en ce moment, notamment avec la police de proximité, donc ça aura l'occasion de discuter. Et puis on fera peut-être aussi, d'ailleurs on va le faire, c'est état de désaccord, il y en a un notamment en ce moment, qui est le projet, vous savez, immobilier sur Saint-Sauveur, puisque nous avons des raisons de le contester. Nous rencontrons des gens qui nous disent que pour le moment, leur capacité à avoir prise sur le débat est, je vais poser des mots, extrêmement limitée, alors qu'ils ont une expertise sur le sujet, qu'ils ont développé. Et donc finalement, notre rôle d'élu aussi, c'est de dire maintenant, nous on arrive là-dedans, on n'est pas dans l'entre-soi de ceux qui ont déjà monté tous ces projets, et il y a des gens qui comptent sur nous pour qu'on relaie leurs paroles, qui jusqu'à présent étaient sans voix. Donc oui, nous dirons à Martine Aubry notre désaccord sur le sujet, nous essaierons de voir comment on peut travailler ensemble là-dessus, et sur le reste aussi. Mais tout ça va se faire de manière constructive. Nous, notre esprit, c'est toujours l'idée de favoriser la discussion, mais encore une fois, sur des bases claires, c'est-à-dire qu'on a un programme, on a des choses sur lesquelles on est d'accord, d'autres sur lesquelles on n'est pas d'accord, et il faut savoir l'assumer, et encore une fois, très calmement. Pour conclure là-dessus, en plus, ça nous aura l'occasion de vérifier que Madame Aubry sera bien de la partie du 12 septembre, qu'elle faisait partie de ceux qui avaient dit que le Parti Socialiste retournerait dans la rue le 12 septembre. Plus il y a de monde, mieux c'est. Voilà, j'ai cru lire nationalement que le Parti Socialiste n'était finalement pas d'accord sur la date du 12 septembre. Si au moins ici ça peut être le cas, pourquoi pas. Clairement, sur la police de proximité, il y a un sujet
Le 12 septembre. Oui, le 23, on verra, on va l'inviter, hein, mais Enfin, là-dessus, un petit peu moins d'espoir. Là-dessus, juste, on comprend quand même que ce soit difficile, parce que le PS, aujourd'hui, a quand même du mal à contester une loi qui est l'aboutissement d'une brèche qu'il a lui-même ouverte. Hein. C'est la chose, franchement. Alors, pendant la campagne, vous avez vu notamment M. Lamy qui disait oui, mais moi, je me suis opposé à, donc certes, et après, c'est des contradictions. Alors ça, c'est à eux de les régler, pas nous. Hein. Donc, voilà. Du coup, c'est vrai que vous avez vu le biais de Mediapart, je trouve plutôt pas mal, sur le fait que le PS puisse revenir dans la rue. Il y a un effet de triangulation qui est quand même intéressant. Ouais, et juste quand vous parlez de la politique de sécurité à la ville, soit, mais bon, Aubry, je veux dire, déjà, avant de poser la question, vous allez me demander à Aubry, puisqu'elle a dit sur Macron, avant qu'il soit au pouvoir, elle a toutes les raisons d'aller dans votre sens quand on entend ce qu'elle disait. Oui, on s'est croisé le 14 juillet avec elle, et on a eu un échange assez cordial. Hein, Mais pardon, mais Aubry, par exemple, pour faire ses conflits de presse et tout ça, je veux dire, à part ce problème effectivement de sécurité, la dégradation de quartier de Lille, certains quartiers, bon, ce que je veux dire, c'est il y a aussi sa politique, c'est pas du récent. Les choses qui sont parties en cacahuète de Vermoulin et compagnie. Non, mais on a un peu de recul sur le sujet. Moi, ça fait longtemps que j'habite à Lille. Adrien était candidat sur la liste municipale du Front de gauche à l'époque, qui avait déjà un projet, une expertise, des revendications, des propositions politiques. Donc on ne vient pas les mains dans les poches, hein. On a une idée de ce que pourrait être Lille différemment. Après, on est député de l'Assemblée nationale, on n'est pas des super élus locaux. Il faut aussi que chacun soit dans son positionnement et dans son rôle. Donc voilà, après on va s'échanger un certain nombre de choses. On lui apportera aussi notre soutien s'il y a des propositions intéressantes qu'elle fait. Et j'ai vu qu'elle avait fait une proposition intéressante sur la question des commerces en centre-ville, que la mairie puisse empêcher de s'installer trop d'assurances, de banques, etc. pour revitaliser le centre-ville de commerce de proximité. Ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes. Vous avez proposé l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers. On va poursuivre le débat là-dessus. Lille expérimente ça. Et si Lille expérimente la police de proximité, moi je viens avec une idée assez précise de ce que devrait être une police de proximité. Alors je comprends que pour l'effet d'annonce, Madame Aubry se dise, elle qui réclame, c'est cohérent depuis plusieurs années qu'il y ait des polices nationales qui reviennent et qui soient plus présentes. Voilà, moi mon objectif c'est pas que ce soit les gros bras qui débarquent dans tous les quartiers et que ça augmente les tensions, parce que ça peut être ça aussi, hein, du point de vue de Gérard Collomb. Pour l'instant, l'impression qu'il m'a donné, c'est pas d'être dans le dialogue police-population, tout ça, quoi. Quand on lui a dit s'il a dit que c'était un coup d'état doux, non, une monarchie douce ou un truc comme ça, à un moment donné, là, avec la presse, se dit, il est dans une ambiance qui n'est pas celle qui est la nôtre. Quand on voit comment il a géré les questions de sécurité dans sa commune à Lyon, c'est pas forcément le modèle. Je suis pas sûr que Martine Aubry soit d'accord avec Gérard Collomb. Et nous, on a notre grain de sel à mettre là-dedans, parce que, encore une fois, police de sécurité quotidienne, ça fait partie des mots-clés, des mots-valises, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça ne veut rien dire, quoi. Mais globalement, il faut quand même que tout le monde se rende bien compte que voilà, nous, notre objectif dans les discussions qu'on aura avec les uns et les autres, c'est toujours une discussion raisonnée. Mais encore une fois, on a nos points de vue, et même si certains pourraient être tentés de croire que parce qu'on est jeunes élus, qu'on a 27 ans, et qu'on n'habite pas dans cet entre-soi depuis très longtemps, on va pouvoir comme ça remballer nos opinions. Non, très clairement. Encore une fois, calmement, on assumera nos opinions. Et puis, plus généralement, et pour la suite, il faut quand même l'avoir en tête, c'est que nous sommes des militants politiques, Hugo l'a dit au démarrage de la conférence de presse, assez formés, ça peut faire parfois la différence, ça l'a fait en tout cas à l'Assemblée. Il faut bien voir que nous, on ne se laisse pas griser par notre état de fait, c'est-à-dire le fait que nous soyons élus. Il faut que tout le monde ait bien à l'esprit que les volontaires de la France Insoumise se lèvent le matin, quand ils agissent politiquement, ils se disent bien qu'en fait tout ce qu'ils posent politiquement, c'est autant d'étapes intermédiaires jusqu'à ce qu'ils demeurent notre objectif ultime. Notre objectif, ça reste la prise du pouvoir dans ce pays. Nous la pensons inéluctable. De notre point de vue et compte tenu du diagnostic que nous posons, le plus tôt sera le mieux, pour toutes les questions démocratiques, sociales, écologiques que notre programme permet de solutionner. Mais en tout cas, c'est vers cela qu'on se met en ordre de marche. Donc si vous voulez, les leviers qui sont les nôtres aujourd'hui, du fait que nous soyons élus, sont aussi des leviers au service de ce projet politique. Voilà, on a toujours ça en tête. Et mais par rapport à ce que vous disiez au tout début, nous ne sommes pas un parti, vous avez dit, on n'est pas un parti
Mais au-delà d'Aubry, sur l'île, sur le secteur, il y a Aubry certes, mais il y a, bon, après il y a d'autres élus aussi PS. Et ce que je veux dire, il y a quand même les trucs de parti là dont on parle. Il y a quand même toujours entre les partis, la classique, même ici dans le secteur, des choses, comment dire, il y a encore les méthodes des partis. Ouais, mais ça n'a plus de prix. Nous, on a. Pardon. Ça n'a plus de prix. Si, on va je vais enfoncer le clou. Non, mais je vais enfoncer le clou pour qu'on soit bien d'accord. On ne va rien négocier avec Martine Aubry. On n'a rien à négocier. C'est-à-dire qu'on va lui dire ce sur quoi on n'est pas d'accord, ce sur quoi nous aussi on veut exprimer des désaccords publiquement, et on s'en débrouillera publiquement. La friche Saint-Sauveur, ça fait partie de ces sujets-là. Mais on veut aussi dire à tous les élus locaux que quand il y a des sujets qui nous semblent de bon sens et qui vont dans le sens de l'avenir en commun du programme qu'on a défendu à l'élection présidentielle, on le fera aussi. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Mais on ne va pas voir Martine Aubry ou M. Lebas ou le maire de Ronchin, ou le maire de Villeneuve-d'Ascq, ou le maire de... Et tous les autres, pour leur dire, ben voilà, si je vous aide là-dessus, on verra aux prochaines municipales, que machin, etc. C'est pas le sujet. Et ce sera jamais le sujet. Non, mais par exemple, pardon, en fait, on a quand même on a un reportage à 16h. Est-ce qu'on peut prendre M. Catanas 3 minutes? Nous, on est en... On est attendu en fait. Ouais, on est en retard déjà. à 16h. On est pas du tout en retard. On va être en retard là. Je suis vraiment désolé. Très rapide. Non, mais juste, pardon, 10 minutes, 2 minutes. Par exemple, je sais, je ne donnerai pas son nom, qu'il y a un gars qui a été député du PS ici, à Lille, qui est un député depuis un moment, qui aurait quand même fait passer comme candidate des Macron, là, dans la 4e circonscription de Lille. C'est un député, un ancien député PS qui a pesé sur la candidature Macron, mais ça montre quand même que les liens entre les macronistes et les PS, on n'est pas dupes, hein, sur l'état du PS, sur Martine Aubry, sur etc. Non, mais je m'en doute, ça fait tellement qu'ils sont encore dans les peut-être de liste sénatoriale.